Alors, tout comme nous avons vu dans une précédente vidéo, l'importance de la connaissance des concepts évolutifs dans le domaine de la santé, eh bien, nous pouvons aussi nous interroger sur leurs enjeux dans le domaine de l'agriculture. De ce fait, donc, il va s'agir ici de comprendre l'origine de la diminution de la biodiversité des agrosystèmes, d'une part, et l'apparition de la résistance à certains traitements, d'autre part. Alors, la première idée à développer est celle de la domestication. Si on s'intéresse au terme animal ou plante domestique, tout le monde comprend la notion. Mais qu'est-ce qu'il en est si on s'intéresse à la signification biologique du terme? Alors, la domestication en biologie va correspondre au processus de sélection artificielle. Donc, on retrouve de la sélection. Elle est artificielle parce qu'elle est réalisée par l'homme, qui permet l'obtention de races animales ou de variétés végétales dont les caractères vont satisfaire les besoins de l'homme. Alors, en effet, si on remonte un petit peu dans le temps, l'homme a commencé à domestiquer les espèces au néolithique, ce qui correspond à la période entre 6000 et 2000 ans avant notre ère. Cette domestication, en favorisant la reproduction des individus qui sont porteurs de caractères, on va dire, plus intéressants, favorables peut-être à l'agriculture ou à l'élevage, eh bien cette domestication, elle est à l'origine de pressions, pressions de sélection, qui sont différentes de la sélection naturelle. Et les animaux ou les plantes élevées aujourd'hui sont ainsi, au cours du temps, par cette sélection orientée, sont devenus très différents de leurs ancêtres sauvages. Donc on a par exemple des caractères qui sont sélectionnés pour leurs avantages. Si on regarde ici les bovins, donc l'origine des bovins, c'est en Iran. Ils sont issus de la domestication des aurochs. Et la sélection a favorisé des caractères donc pour la viande, le lait et la force. Si on regarde les ovins, donc tous les moutons dont l'ancêtre est originaire du Kurdistan, eh bien l'ancêtre des moutons, l'espèce ancestrale, ne possédait pas une laine développée comme les moutons d'aujourd'hui. Donc là, un des caractères sélectionnés va être produire une laine de qualité. Il y a d'autres caractères qui sont contre-sélectionnés, c'est-à-dire qu'on essaye de les éliminer en ne sélectionnant pas ces individus-là. Par exemple, là est mentionné le caractère agressif a été contre-sélectionné dans tous les cas. Ce qui fait que la plupart des animaux domestiques ont une certaine docilité. Le procédé est exactement le même pour les espèces végétales, puisque on voit par exemple que le riz, dans les variétés domestiques, les grains ne tombent pas de la plante mais ils restent accrochés, parce que comme le riz est cultivé dans des rizières dans l'eau, si les grains tombent au fond de l'eau, la récolte est beaucoup plus compliquée, par exemple. Voilà. Alors, de ce fait, eh bien, on a, au niveau de la domestication, on a une pression de sélection orientée par l'homme, qui est artificielle et qui va être différente de la sélection naturelle dont on a déjà parlé précédemment. Alors, si on applique cet exemple de domestication à la poule, par exemple, eh bien, donc la poule a été domestiquée en Asie du Sud-Est. Le début de domestication date d'environ 6000 ans. Et la génomique, qui est la science qui étudie les génomes des individus, a permis d'identifier certaines mutations dans les génomes. Et en particulier, on a une mutation qui est identifiée, qui est datée autour des années 1100. Et cette mutation touche un gène et a été à l'origine de deux changements, une forte augmentation du nombre d'œufs pondus et une sociabilité accrue des poules. De ce fait, les poules porteuses
de cette mutation ont été des poules sélectionnées pour ces 2 caractères avantageux. Alors si on regarde un petit peu le schéma présenté ici, on imagine une population ancestrale, on va dire sauvage, de poules. Chaque rond représente un individu et chaque couleur, les couleurs représentent la diversité génétique. Donc si l'on applique le principe de sélection par la domestication, une sélection orientée, on ne va garder que les individus porteurs de caractères avantageux pour l'élevage. Donc on va sélectionner quelques individus, on va se retrouver avec une petite population. Donc c'est une sélection artificielle et cette population donc va se reproduire au cours de plusieurs générations. Mais comme on a une petite population, il faut vous souvenir d'un autre concept évolutif qu'on a vu, différent de la sélection naturelle, c'est que cette petite population va être soumise à une forte dérive génétique qui va avoir tendance à éliminer rapidement certains allèles, donc certains caractères génétiques. De ce fait, eh bien, la sélection artificielle plus la forte dérive génétique nous amène à une diminution de la biodiversité. Alors, la diminution de biodiversité dont on vient de parler est encore augmentée par certaines techniques agricoles, comme par exemple la monoculture. Alors, la monoculture, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la culture d'une plante unique en très grande quantité, hein, et la plupart du temps, cette plante, elle a été sélectionnée après des croisements, et du coup, elle est cultivée en grande quantité, sur de grandes surfaces, ce qui permet une productivité importante à faible coût, et donc ce qui permet de produire en grande quantité et une alimentation accessible au plus grand nombre. Alors, ces plantes dites de monoculture, eh bien, impliquent donc l'utilisation de ce qu'on va appeler des variétés modernes. Ces variétés modernes, on les obtient à partir donc de variétés déjà domestiquées que l'on va hybrider, c'est-à-dire on va croiser des espèces, on va croiser donc 2 espèces porteurs des caractères les plus avantageux et on va sélectionner à chaque fois les individus génétiquement intéressants pour les recroiser à nouveau. Ce qui fait que vous voyez sur le schéma, on obtient, là c'est l'exemple du maïs, on obtient du maïs donc avec des gros grains, un épi qui mûrit bien, on va dire qui résiste aux champignons, voilà, et on va le produire en très grande quantité. Or, si on regarde les graphiques ici présents, eh bien, donc ce sont des graphiques qui comparent la richesse spécifique de plusieurs espèces dans un champ de maïs, donc une monoculture, et dans une prairie, donc un écosystème varié. Eh bien, on constate à chaque fois que la richesse spécifique, donc là, ici, des abeilles, est plus faible. Hein, on a une richesse, on a 15 espèces, un peu plus de 15 espèces d'abeilles dans le champ de maïs, alors qu'on est à 22, 23 dans la prairie. Pareil pour les oiseaux, on est dans le champ de maïs, on est à un peu plus de 2 espèces d'oiseaux, alors qu'on est à plus de 5 dans la prairie. La différence la plus flagrante concerne les arthropodes herbivores, donc c'est tout ce qui est criquets, sauterelles, grillons. On a environ 3 espèces différentes dans le champ de maïs, contre presque 16 dans la prairie. Donc finalement, on va s'apercevoir que la domestication et puis la monoculture intensive vont expliquer la diminution de la biodiversité dans les agrosystèmes. Donc ça, c'est une idée importante. Ensuite, eh bien, comme ces plantes ont une diversité génétique faible, eh bien, elles sont particulièrement sensibles à des espèces nuisibles. Du coup, on va utiliser ce qu'on appelle des produits phytosanitaires.
Donc phytosanitaire, phyto, tout ce qui est phyto, c'est les plantes, et sanitaire, la santé. Donc les produits phytosanitaires, ce sont des produits pour soigner les plantes. Ces produits sont donc utilisés pour limiter les dégâts faits aux cultures. Alors, il y a 3 types de produits phytosanitaires que vous devez connaître. Les herbicides qui luttent contre ce qu'on appelle les plantes adventices, ce qui correspond aux mauvaises herbes. Les fongicides, fongis c'est le champignon en grec, donc qui luttent contre les champignons pathogènes, et les insecticides, donc eux pour la lutte contre les insectes. C'est le plus simple. Voilà. Donc si on regarde le document qui vient de s'afficher, eh bien il nous montre le principe de la sélection naturelle appliqué cette fois aux produits phytosanitaires, et il nous montre surtout ses conséquences. Donc si vous regardez une plante là qui est envahie par un insecte, donc on est en haut, on est ici avant l'application de pesticides, on a une première plante qui est envahie par une grande majorité d'insectes qui sont sensibles, et puis on a un mutant qui est résistant aux pesticides, aux insecticides utilisés. Ce mutant, donc, si on applique des pesticides, eh bien les individus sensibles sont détruits et le mutant, lui, résiste, détruit en grande majorité. Si on continue sur ce type de fonctionnement, le mutant, on va avoir donc ce qu'on appelle une sélection des nuisibles, tout comme on avait une sélection des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et les insectes résistants vont se répandre dans la population, et au final, on va avoir une plus grande proportion d'insectes résistants aux pesticides. C'est ainsi que l'on crée de la résistance aux insecticides ou à tous les produits phytosanitaires. De ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de trouver des solutions de lutte différentes. Alors ça passe souvent par ce qu'on appelle la lutte biologique, avec par exemple l'introduction de prédateurs. Si là on dit que ce sont des pucerons par exemple, eh bien on va introduire sur ces plantations des larves de coccinelles qui sont des prédateurs importants des pucerons, pour essayer de réguler la population de pucerons sans faire intervenir de produits phytosanitaires, de façon à limiter la résistance. Nous en avons terminé donc avec cette partie où nous avons pu voir qu'aborder les problématiques de santé ou d'agriculture avec une approche évolutive, eh bien ça permettait d'envisager des solutions afin de limiter les résistances des pathogènes, et ça permettait aussi d'envisager des solutions afin de favoriser la biodiversité des espèces. Et c'est ainsi que nous terminons aussi notre chapitre sur l'évolution comme grille de lecture du monde.